Jérôme Cahuzac, François Fillon, le temps de travail des enseignants, eh bien ça sera le menu du talk aujourd'hui avec Gérard Longuet, ancien ministre, député Les Républicains, proche de François Fillon. Et n'oubliez pas de poser vos questions, chers internautes, avec Mathilde Sirot, nous les lui poserons après. Gérard Longuet, bonjour. Bonjour. Alors, la décision vient de tomber, décision de justice, tribunal correctionnel qui vient de condamner Jérôme Cahuzac pour fraude fiscale et blanchiment d'argent à 3 ans de prison ferme. Votre réaction? Je crois qu'il paye à juste titre le mensonge public. Je pense que personne n'est obligé d'être ministre. Oui. Ceux qui l'acceptent en prennent la responsabilité, et notamment de ne pas mentir à la France entière et à son président de la République qui l'avait nommé, car c'est François Hollande qui l'avait nommé. Donc il paye lourdement, non la fraude fiscale naturellement, mais surtout le mensonge affiché. Devant la représentation nationale. Devant la représentation nationale. Et devant l'opinion française. Et devant l'opinion française. Est-ce que c'est un symbole de l'échec finalement du quinquennat de François Hollande? C'est en tous les cas un point faible du système Hollande dont on voit bien qu'il a toujours fonctionné en raboutant des images médiatiques mais sans véritable rigueur. Très bien. François Fillon, qu'on entend peu actuellement, mais on l'a beaucoup vu, il consulte. Quel rôle vous allez jouer dans la future? Vous êtes proche de François Fillon, vous l'avez toujours soutenu. Hein? Alors, je l'ai toujours soutenu. Vous avez été constant, vous. Hein? J'ai été très constant et je l'ai soutenu par la clarté de son diagnostic, par le courage de ses solutions. Et c'est donc les convictions qui me rapprochent de lui. J'ajoute que l'homme est agréable et déterminé, sans doute beaucoup plus déterminé qu'on ne le pense. Quel sera mon rôle? Je vais vous dire, je n'en sais rien, mais j'ai la certitude d'être utile, parce que j'ai aussi des convictions, et comme ce sont les mêmes, je les défends plus facilement que ceux qui ne les partagent pas. Son caractère libéral qui lui est accolé aujourd'hui, ça vous convient, ça? Totalement, et alors il a plus la passion des libertés qu'une approche libérale qui revêtirait un caractère idéologique. C'est vraiment l'idée de, c'est vraiment l'idée de liberté, la liberté d'entreprendre, la liberté de gérer sa famille, la liberté de gérer sa commune, le sentiment. Alors liberté, responsabilité, c'est un très beau couple pour un ressaisissement français. Alors libéral sur le plan économique, ça c'est vous. Il est considéré comme davantage conservateur sur le plan des questions de société. C'est vous aussi, ça? Moi, je suis tout à fait conservateur. Pareil. Ou plus exactement, quand il y a quelque chose qui marche, par exemple la famille, il faut la préserver, c'est tout. Quand il y a quelque chose qui fonctionne, l'entreprise, il faut la préserver. Quand il y a le sens, je dirais, de l'autorité de l'État qui pacifie une communauté, il faut le préserver aussi. Parce que les libéraux, les libéraux pur sucre, ils sont par exemple pour la libéralisation du cannabis. Absolument. À la Madeleine. Certains d'entre eux sont anarcho-libérales. Et après tout, pourquoi pas? Ce n'est pas mon cas. C'est pas votre cam pour parler. Je suis un libéral patriote enraciné dans l'histoire de mon pays. Alors, il y a quand même, on sent des attaques qui commencent à être affûtées, notamment sur la sécurité sociale, avec une crainte qu'elle soit démantelée, que le système... Et même à droite, hein, on voit chez des gens qui sont... Y compris d'ailleurs dans les partisans de François. De François Fillon, qui sont plutôt modestes ou qui se disent « Ouh là là, mais quel sort il va nous réserver ?» Non, je crois qu'avec là, il y a de la pédagogie à faire. C'est pas la pédagogie, c'est le rythme républicain ouvert par les primaire. Nous avons une période où on parle à son camp avec un diagnostic qui est incontestable et qui doit être partagé par tous les Français parce que là, c'est la vérité. Après, il y a les solutions du candidat et il y a la façon dont ces solutions peuvent être mises en œuvre. Je connais très bien les grands ministères à grands effectifs. J'ai géré la Poste, les télécoms, l'armée et je suis rapporteur du budget de l'enseignement. Je connais les gros effectifs. On peut faire des choses. C'est pas si simple que ça, mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas les faire. Et donc, toute cette période de 4 mois, et pour être plus exact, la période de décembre et de janvier, nous ne connaissons pas le candidat socialiste, eux non plus d'ailleurs, et donc nous avons le temps de clarifier les prises de position. Il faut rassurer ce public-là, ce public inquiet. D'abord, il faut parler à tous les Français, et il faut surtout leur montrer que le seul danger, c'est de ne rien faire. Le seul danger pour la sécurité sociale... C'est d'aller de déficit en déficit. C'est d'aller de déficit en déficit. D'accord. Alors, vous avez remis un rapport sur le temps de travail des enseignants, et ça c'est un rapport bougrement intéressant, et il y a plusieurs conclusions qu'on peut en tirer. Vous dites, il faut les payer plus,
Mais il faut qu'ils travaillent plus. Parce qu'en fait, l'éducation nationale est extrêmement gourmande en heures supplémentaires, que vous chiffrez à plus d'1 milliard d'euros. C'est 1 milliard de dépenses annuelles, les heures supplémentaires. Et finalement, qu'il y ait plus ou moins de profs avec Nicolas Sarkozy, plus de profs avec François Hollande, bah, ça ne change rien, il y a toujours autant d'heures, enfin, c'est un peu le foutoir. Non, ce n'est pas le foutoir, c'est très compliqué à organiser. Non, je dirais une chose très simple, il faut que les établissements soient le plus responsables possible. Donc le plus d'autonomie. Qu'à leur tête, il y a un chef d'établissement qui puisse s'appuyer sur un véritable conseil d'administration et que les heures supplémentaires soient une forme d'obligation, rémunérée naturellement, pour permettre au chef d'établissement d'organiser l'enseignement en tenant compte de la diversité de chaque lycée, de chaque collège. Vous dites 2 heures de plus par semaine. Alors ça, c'est un autre aspect. Il faut savoir que le temps de face-à-face pédagogique, c'est-à-dire le temps qu'on passe devant l'élève, il est défini par un décret aujourd'hui de 2014, et c'est par exemple 15 heures pour les agrégés, 18 heures pour les certifiés. Alors, c'est en moyenne 2 heures en dessous de ce qui se passe en Allemagne et en Angleterre. Moi, j'ai le devoir, comme membre de la Commission des finances, de dire ça coûte plus cher parce que le face-à-face est moins important. Voilà. Alors maintenant, tout se négocie, tout se discute. Mais si on ne diagnostique pas la vérité, si on ne donne pas la vérité des chiffres, on ne peut pas avancer. Alors vous avez Je donne la vérité des chiffres. Vous avez une suggestion, alors même moi qui m'a fait bondir, je vais vous dire. Vous dites qu'il faut payer de la même façon les agrégés et les certifiés. Mais alors, à quoi ça sert de passer l'agrégation? C'est un concours hyper difficile, hein. C'est pas de les payer de la même façon. Il faut les employer là où ils doivent être employés. L'agrégation est un concours très difficile qui est extraordinairement utile pour les terminales, pour les classes préparatoires, pour aller au plus haut niveau. On peut discuter, on peut mettre des agrégés, il y en a dans les collèges. Bon, ce qui n'est pas normal d'ailleurs, il ne devrait pas y avoir d'agrégés dans les collèges. Voilà, je ne vous le fais pas dire. Je pense que quand on a des gens qui ont fait des efforts considérables, d'abord, en plus, qui regardent, c'est leur passion l'enseignement. Ils ont envie d'enseigner à des élèves qui sont eux-mêmes motivés et qui ont des projets et des ambitions. C'est la raison pour laquelle je pense en effet que l'agrégé à tâche égale devrait avoir, s'il est dans un collège, les mêmes heures qu'un certifié. En revanche, s'il prépare notre élite, et on a besoin d'une élite en France, moi je suis favorable à l'élite républicaine, à ce moment-là, en effet, il faut les payer pour ceux qu'ils sont, mais les certifiés qui font le même travail doivent être payés de la même façon aussi. Alors, 2 autres suggestions qui sont très intéressantes, parce que ça c'est effectivement une source de coûts énorme, réduire les options, le nombre des options. Oui, alors ça c'est une... C'est au lycée ça, notamment. Au lycée. Nous avons un enseignement secondaire qui est en moyenne supérieur en coût par élève de 20% à la moyenne de l'OCDE, alors que nous dépensons en gros 15% de moins pour le primaire. C'est-à-dire qu'en France, on ne fait pas assez d'efforts pour le primaire, et on est assez généreux dans l'organisation des lycées, et je pense... Et on crée plus de chômeurs quand même. Je vais vous dire, c'est un ensemble compliqué. Mais enfin, disons qu'en gros, il faut qu'on réfléchisse, on ne peut pas tout faire, et puisque l'État est en faillite, il faut peigner tout. Tout le temps, et regrouper des sections, regrouper dans des classes à effectifs plus importants, demander parfois aux parents d'accepter que leurs enfants, s'ils veulent des formations particulières, soient internes et aillent ailleurs pour regrouper des élèves. Parce que ça coûte cher, toutes ces options. Si je veux faire une option d'ouzbek en terminale, je suis tout seul, quoi. C'est exactement la situation française. On a une diversité de l'offre qui réjouit les professeurs qui enseignent ces matières, qui réjouit les parents qui peuvent avoir à Cricbeuf-le-Petit un enseignement chinois. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais j'exagère à peine. Alors que nous manquons, pour l'essentiel, sur les gros bataillons, l'anglais, les maths, un français vraiment pratiqué. La deuxième chose, c'est plus d'élèves par classe, donc par conséquent, puisque moins d'options, on arrive à regrouper plus d'élèves en lycée. Hein. Notamment dans les lycées professionnels, mais ça suppose une mobilité des élèves. Et il faut donc expliquer un petit peu aux parents que tout a un prix. Alors, est-ce qu'une réforme de l'éducation nationale, c'est ambitieux ce que vous faites, hein? Vous faites un diagnostic, attention. Je fais un diagnostic. C'est pas une proposition de réforme. Non, j'ai pas de mandat, j'ai aucune légitimité d'ailleurs pour présenter des solutions. Si on fait un tant soit peu ce que vous préconisez quand même, c'est une levée de bouclier là, les syndicats, toujours pareil, quoi. Mais oui, mais si vous voulez, le problème français est très simple. L'État, enfin le pouvoir politique au sens large, contrôle 57% de l'économie nationale. Chaque fois qu'on bouge quelque chose, vous aurez des mécontents.
Et si on ne bouge rien, vous aurez une faillite globale. Eh bien, moi, je considère qu'il faut bouger avec politesse, avec ouverture, mais avec détermination. Vous avez vu la loi El Khomri, la politesse dans la rue? Oui, dans la rue, elle n'était pas forte. Mais dans le dialogue, le problème El Khomri est très simple, c'est qu'Hollande n'avait pas été élu pour ça. Oui, ça, donc les syndicats ont eu le sentiment de s'être fait rouler. Nous sommes candidats pour cela. Ouais. Alors après, on peut ne pas aimer, mais au moins on ne ment à personne. François Fillon va s'inspirer de vos conclusions? Je vais vous dire, elles sont disponibles. C'est les conclusions de la Commission des finances du Sénat, d'ailleurs. Et il a un très fort appui au Sénat. Donc je pense qu'il regardera, oui. Oui. Et alors, il y a une question aussi qui interroge beaucoup de gens. Après notamment ce qui s'est passé en Italie. Et, il veut passer des référendums à la rentrée, s'il est élu président de la République. Les référendums, on ne vote pas toujours en fonction de la question posée. Hein. On ne vote jamais pour la question posée. On vote pour ou contre l'homme ou le gouvernement ou la majorité qui pose la question. Ouais. Je crois qu'il faut que... Et c'est d'autant plus paradoxal que François Fillon est quelqu'un qui connaît bien le Parlement et qui est apprécié des parlementaires, de sa majorité, de son camp ou même opposé parce que c'est un homme de dialogue. Moi, je crois qu'il y a sans doute place pour un référendum sur les institutions, sur les parlementaires, pourquoi pas. Pour réduire le nombre de parlementaires, hein. C'est pas tellement réduire le nombre, c'est pour leur donner une véritable mission. D'accord. Moi, je préfère qu'il y en ait moins et que chacun d'entre eux ait le sentiment de compter, plutôt que d'en avoir beaucoup et d'être chacun irresponsable ou se sentir comme tel. C'est le cas aujourd'hui ? C'est un petit peu le cas aujourd'hui. On nous dit il faut être des bons soldats. Non, il faut être de bons parlementaires. Il faut être au moment de la campagne, on soutient un candidat. Le candidat élu, on fait son métier de parlementaire, qui est de regarder les lois telles que nos convictions nous conduisent à les voter. Et ça, on n'a pas besoin d'être très nombreux, on a besoin d'être très impliqués. C'est la raison pour laquelle, à titre personnel, finalement, le retour au cumul n'est pas une priorité. C'est pas une priorité. C'est pas une priorité. Il y a des exceptions. C'est ce qu'a dit François Fillon. C'est pas une priorité parce que moi je préfère avoir des collègues en commission des finances avec lesquels je peux approfondir les sujets, parce que quand on en parle ensuite à l'extérieur, y compris au syndicat, on a l'autorité intellectuelle de celui qui sait de quoi il parle. Gérard Longuet. Ça demande du travail. François Fillon est le favori de la présidentielle. Il est le favori, mais la présidentielle a lieu en avril et en mai, et tout ce qui n'est pas engrangé n'est pas tenu dans la main. Ça sera un combat qui sera âpre. Ça sera un combat, je pense que ça peut être un combat très utile pour notre pays, parce que François pose un diagnostic vrai, et nous attendons que nos adversaires, nos concurrents de gauche ou de droite, disent eux aussi des vérités, en tous les cas leur vérité. Si le pays peut parler en toute vérité, en toute responsabilité, il risque d'être plus fort quoi qu'il arrive en sortant. Concurrent de droite, vous faites allusion à qui ? Moi, je ne sais pas, Dupont-Aignan ou Bayrou. Ah oui, d'accord, ok. Marine Le Pen n'est pas une concurrente de droite. L'extrême droite, elle est du Front National. Le Front National étant d'ailleurs parfaitement paradoxal, puisqu'il se nourrit d'un peu tout, ce qui rend d'ailleurs l'exercice du pouvoir pour lui à peu près impossible. C'était le talk de Gérard Longuet qui nous a expliqué bien que François Fillon pouvait être l'homme de la situation en 2017, mais attention, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et maintenant, chers téléspectateurs, nous allons passer à vos questions. Jean-Mathilde. Bonjour Yves, bonjour Gérard Longuet. Bonjour. Beaucoup d'internautes vous écoutent en ce moment. Ils réagissent surtout à la condamnation de Jérôme Cahuzac. Et Bruno vous pose la question, êtes-vous pour ou contre un casier vierge pour tous ceux qui veulent être élus? Bonne question. D'abord, le casier, vous savez qu'il y a 3 casiers judiciaires. Il y en a un qui est donné à la fonction publique, que pour un élu, ce casier donné à la fonction publique le soit aussi aux électeurs, ça ne me choque absolument pas. Je voudrais simplement dire une chose, c'est que tout le monde peut être condamné par inadvertance, par maladresse, par manque d'information. Jamais été condamné. Non, pas condamné, mais vous avez eu affaire. On peut être mis en examen sur autre chose, jamais condamné. En revanche, je suis pour une société, je dirais, du droit à la rédemption en quelque sorte, lorsqu'on a payé sa faute. Alain Carignon a payé lourdement
à une époque pour une classe politique qui était imparfaite. C'est le seul à avoir payé. Je considère que les gens qui ont payé méritent d'être reconnus pour ce qu'ils ont enduré. Est-ce que cette peine... Dans le cas de Cahuzac, si vous voulez, ce qui me choque, et je me répète, c'est le mensonge public avéré. Plus que la fraude, hein, c'est ça. J'ai presque envie de dire plus que la fraude. La fraude, quand on fraude, on n'est pas ministre du budget. Ouais. Mais quand on est ministre, on ne ment pas publiquement. Est-ce que cette peine de Jérôme Cahuzac crée un précédent? Oui, parce que c'est un primo-délinquant qui va en prison. En général, dans le droit pénal français, le primo-délinquant, celui qui n'a jamais commis de délit, bénéficie du sursis. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire que les hommes politiques, que les élus, les représentants doivent être irréprochables? Mais ils le sont. Ils le sont? Enfin, ils le sont. Moi, c'est très amusant cette affaire. Il y a des statistiques et on s'aperçoit que sur les 50 000 élus, si on considère tous les maires, tous les adjoints, les présidents de ceci et de cela, vous avez quoi, moins de 10 affaires par an qui concernent parfois un tas de sable qui a été étalé dans la cour du conseil municipal. Nous avons une classe politique, je tiens à le dire, qui est, je dirais, à quelques exceptions spectaculaires, celle de Cahuzac. C'est pour ça qu'on en souffre, parce que ça vérole tout le troupeau, en quelque sorte. Ça alimente la défiance aussi. Ça alimente la défiance, et je lui en veux d'avoir menti. Bon, personne n'est parfait, et personne, je ne suis pas du tout à donner des leçons de morale aux uns et aux autres. Mais quand on est un homme public, on ne ment pas publiquement. Il y a Michel qui s'interroge sur le cumul des mandats. Gérard Longuet a répondu tout à l'heure en disant qu'il n'était pas contre. Je ne suis pas contre, mais ce n'est pas une priorité. C'est pas une priorité. Si vous voulez, le pays est dans une situation telle qu'il ne faut pas se disperser les efforts, il faut aller à l'essentiel. Bien sûr. Il y a Célic aussi qui est intéressant. Vive Erdogan, vive la Turquie. Je ne partage pas ce sentiment. Pas du tout. Pas du tout. Je pense que Erdogan est en train de jouer un mauvais tour à son pays. La Turquie est une puissance. C'est un pays qui a été très loyal à l'Alliance Atlantique. C'est un pays qui, il y a longtemps de Mustafa Kemal, a essayé de se libérer d'un traditionnalisme pesant. Et on a le sentiment aujourd'hui qu'Erdogan réinvente un régime qui est complètement, en tous les cas, inadapté à un rôle international que voudrait jouer la Turquie et qui n'est sans doute pas partagé par un très très grand nombre de Turcs, bien au contraire. Gérard Longuet, une question intéressante de Ramzi Gerbi qui nous suit tous les jours, qui est un habitué, un assidu du talk. Merci à lui. Une question sur la défense, puisque vous êtes un ancien ministre de la Défense. Comment est-ce que vous jugez l'action de Jean-Yves Le Drian et du gouvernement de François Hollande en général? Alors, Jean-Yves Le Drian, sur cette question-là. Oui, sur cette question-là. L'emploi des forces en Afrique subsahélienne, en gros, a eu raison et nous l'avons soutenu. Le président Hollande a été hésitant sur la Syrie et a engagé sans engager les forces françaises. C'est sans doute une ambiguïté et une erreur d'analyse. La Syrie, il y a une profonde erreur d'analyse, mais ce n'est pas celle de M. Le Drian, c'est celle du président Hollande. Pour le reste, François Hollande a cru qu'il pouvait ne rien faire et il a été obligé, ce qui est une évidence, d'améliorer les moyens financiers de la défense dans la mesure où il demandait à la défense l'opération Sentinelle, 10 000 hommes dans les rues de France, les interventions extérieures, il fallait des moyens. Le Drian les a obtenus et donc il a fait le job. Voilà, pour être clair, il a fait le job. Une autre question sur votre candidat, François Fillon, et sur l'élection présidentielle de Maria, qui dit François Fillon devrait humaniser son discours et être plus proche des gens pour pouvoir toucher un large public. Est-ce que c'est ça aussi le défi de François Fillon? Non. Je pense que la responsabilité d'un président de la République dans la situation de la France d'aujourd'hui, c'est pas d'être le meilleur délégué de classe. C'est d'être celui dont le diagnostic est le plus vrai et dont les mesures sont les plus utiles au pays. Pour la proximité, il y a les élus locaux, les élus parlementaires, députés, sénateurs, les ministres qui doivent diriger les administrations dans un esprit d'ouverture. Moi, j'attends d'un président qu'il soit courageux dans le diagnostic, courageux dans les solutions, courageux dans la mise en œuvre. Encore une question ? Une dernière question sur l'éducation nationale qui fait aussi beaucoup réagir. On vous demande, Gérard Longuet, comment François Fillon compte revaloriser le métier d'enseignant ?
C'est une affaire de long terme, parce que la situation du budget de la France est épouvantable, et donc on ne peut pas dégager de l'argent, mais le gouvernement vient de lancer une mesure pour tous les fonctionnaires qui consolide les avantages des plus anciens et qui ne fait rien pour les plus jeunes. Or, en matière d'éducation nationale, secteur que je connais un petit peu, c'était vers les plus jeunes qu'il fallait faire un effort pour rendre le métier attractif. C'est pour ça que le président doit être courageux, parce qu'il doit dire, voilà la direction, sauf qu'on ne peut pas le faire maintenant. Et donc, il faut une clause de retour à meilleure fortune au bénéfice des enseignants, parce que sans eux, on n'aura pas de jeunesse formée. Et sans jeunesse formée, on ne tiendra pas notre rang économique. C'était les réponses de Gérard Longuet, député de la... sénateur. Et d'ailleurs, je me suis trompé au début de l'émission, vous le fûtes. Sénateur de la Meuse, pardon. À vos questions, chers internautes, merci de nous suivre, et vous êtes toujours très nombreux à poser vos questions, et merci à Gérard Longuet de s'être prêté à l'exercice. Merci Gérard.